Donc je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je vais faire un peu comme on faisait, parce qu'avant, vous savez, je travaillais dans la formation professionnelle. Et sur un impératif de la pédagogie, c'est de dire si quelqu'un fait quelque chose, il faut savoir pourquoi il le fait. Donc ce matin, ce dont je vais vous parler, c'est des raisons pour lesquelles on va travailler ensemble. Et pour ça, j'utilise beaucoup des schémas, parce que les schémas, on comprend bien, je trouve. Et je vais faire un schéma, je ne sais pas si... Il n'est pas très utilisé pour l'instant. Je dis ça pour les redoublants professionnels qui sont là. Donc, c'est un schéma pour expliquer ce qui se passe un peu dans la tête de quelqu'un, du commun des mortels. Donc, je vais vous représenter 2 fois ce qui se passe dans ma tête. Mais je ne suis pas comme ça, mais c'est schématique. J'y vais, je démarre, pas de questions? Allez, c'est parti. Je fais vite, on n'a qu'une grosse demi-heure. Alors, il y a toujours qui ne verront pas, donc je peux déplacer le tableau de temps en temps. Ça, c'est... ça représente mon cerveau, d'accord? Et dans mon cerveau, il y a plusieurs zones. Il y a une première zone qu'on appelle l'amygdale. D'accord? Dans laquelle je vais avoir, comment je vais dire, je vais avoir des raisonnements. Alors mes raisonnements, je les fais figurer comme ça. Ça, c'est des petits neurones. Et puis ça, c'est des connexions interneuronales. Si je dis ça, ça va? Tout le monde suit? C'est bon? Neurones, connexion interneuronale. C'est-à-dire, si je suis confronté à un problème particulier... Est-ce que tu peux mettre les yeux pour qu'on sache où est l'avant et l'arrière? Non, c'est une vue de face. Non, c'est parce que ça représente pas du tout le cerveau en fait. C'est simplement pour comprendre le principe. L'amygdale se situe absolument pas là. L'amygdale a une position plus centrale en fait. C'est juste pour, comment je veux dire, la fonctionnalité, pas l'emplacement. Donc dans cette amygdale, tu vas avoir des pensées. Mais c'est surtout, je vais avoir ce qu'on appelle des ruminations. Rumination, ça c'est important. Ça veut dire que quelque part, c'est quand j'ai des soucis, argent, vacances, enfants, professionnels, amis, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, ça se passe là. Et rumination, ça veut dire que quand on a un souci, le souci revient. Et des fois, il revient même la nuit. Des fois, ça nous empêche de dormir. Vous voyez? Et vous ne connaissez pas ça, vous êtes tous très cool. En paix absolue, je vois vos sourires, pas de problème, de rien du tout. Mais imaginez des personnes qui sont tracassées par des soucis. Mais quand je dis tracassées par des soucis, je parle des soucis quotidiens, mais je parle des soucis graves. Vous savez, des traumas, des trucs qu'on traîne depuis des dizaines d'années, hein, qu'on n'arrive pas à résoudre. Tout ça, ce sont des ruminations et ça nous pourrit un peu la vie, quoi, vous voyez. Parce que plus cette zone du cerveau, qui ne se situe pas là, hein, plus cette zone travaille, plus elle prend de la puissance. Et pour certaines personnes, ça prend tellement de puissance que les gens peuvent progressivement être de plus en plus stressés. Vous voyez, ça peut aller jusqu'à la dépression, et même pour certaines personnes, ça va jusqu'au suicide. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une intervention à un moment donné pour corriger le tir, parce qu'on ne peut pas laisser faire. Mais ça, c'est valable pour tous les êtres humains et pour le commun des mortels. Ça va quand je dis ça? Donc cette amygdale, en fonction de la, comment je vais dire, de l'intensité de nos soucis, va plus ou moins développer son activité. Mais plus elle développe son activité, plus elle gagne du terrain. C'est-à-dire que quelque part, on va repenser, repenser, repenser. Et alors nous, comme on est très gentils et très bien éduqués, si on a un problème, on va essayer de le résoudre. Et si on essaie de le résoudre, ça veut dire qu'on touille. Le mot touiller, tout le monde comprend? On touille dans la zone du cerveau concerné. Vous entendez bien dans le fond? Parce que, ouais, ça va? Sûr?
Sinon, je vous reprends avec moi devant. C'est sûr, ça va. Donc, on touille dans la zone du cerveau concernée, et en touillant dans la zone du cerveau concernée, on ne résout en règle générale rien du tout. C'est-à-dire que sur le moment, on a l'impression de résoudre quelque chose. Je ne sais pas si ça vous parle. Et puis, 2 jours après, ou le lendemain matin, ou 8 jours après, tout est à refaire parce qu'on s'aperçoit que ce n'est pas stable, la solution qu'on a trouvée. Bon, c'est un peu schématique, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, il faut savoir que quand l'amygdale est en suractivité, c'est au détriment d'une autre zone du cerveau qui s'appelle l'hippocampe. Je vais la représenter. Ça doit se faire comme ça. Alors l'hippocampe, c'est la zone qui est utilisée surtout pour, par exemple, pour la mémoire. On utilise beaucoup l'hippocampe. Pour les contacts sociaux. Pour les projets. Enfin bref, la gestion de notre vie, un certain nombre de choses. C'est dans cette zone que ça se passe. Mais plus l'amygdale se développe, plus celle-ci perd de son activité, l'activité qu'elle devrait avoir normalement. Et c'est pour ça que les personnes qui ont vraiment des graves problèmes dans leur vie peuvent, pour certains, constater, par exemple, à un moment donné, des pertes de mémoire. Vous voyez, ou des difficultés finalement à communiquer avec les autres. Ou une impossibilité finalement de se projeter dans l'avenir et de voir la sortie du tunnel. Là, je suis un petit peu sombre quand je dis ça, mais c'est une réalité, c'est comme ça que ça se passe. Et avant, il faut savoir que quand je travaillais, donc j'étais à l'AFPA, à l'époque, c'était pas Pôle emploi, c'était la NPE. Je vous parle de ça, c'était avant, au siècle passé. Hein. Et donc, moi j'intervenais pour la NPE, ils m'avaient demandé vraiment de construire des actions pour ce qu'on appelait à l'époque des chômeurs longue durée. Leur caractéristique, c'était ça. C'était des gens qui étaient incapables d'avoir des projets, incapables de se projeter dans l'avenir, incapables d'apprendre quoi que ce soit. Une grande difficulté s'ils avaient des entretiens pour mener un entretien d'embauche. C'est vraiment... on retrouve vraiment toute cette problématique. Et c'est des personnes qui étaient vraiment en grande difficulté par rapport à ça, quoi. Et c'est vrai que l'idée, c'était surtout pas, enfin pour moi à l'époque, c'était surtout pas de dire aux personnes, il faut que vous appreniez à communiquer, il faut que vous appreniez à avoir des projets, il faut ceci, il faut cela, hein, tu connais bien. C'est surtout pas ça, parce que ça c'est de l'injonction, ça ne sert à rien. Quelqu'un qui est mal, on ne peut pas lui demander de faire quelque chose qu'il ne peut pas faire. Est-ce que c'est clair quand je dis ça? Donc, toute l'astuce, c'était de dire, c'est comment peut-on faire pour emmener les personnes de là à là. Hein, c'est-à-dire retrouver une activité ici qui va, du coup, réduire l'activité de l'amygdale. Et en fait, si vous voulez, la chance que j'ai, c'est que moi, à la fois, j'ai une formation de psy, et en même temps, j'ai été formé par des lamas tibétains sur les techniques de méditation. Et donc, j'ai très vite constaté, comme beaucoup de neuroscientifiques, qu'il y a certaines activités, la plupart d'ailleurs, quand on apprend à méditer, qui font que naturellement, la personne, sans s'en rendre compte, va progressivement quitter cette zone dans les activités de son cerveau pour investir celle-ci. Et donc, elle va retrouver un certain nombre de choses, vous voyez, un certain nombre de possibilités. Et c'est pour ça que nous, quand on reçoit des personnes dans nos gîtes là, à Poitiers, des personnes qui sont en grande difficulté, jamais je vais travailler sur leur vie ou sur essayer de résoudre un problème de leur vie. Ben, jamais, jamais. On ne va même pas en parler à la limite. Mais par contre, par un travail de méditation, les personnes vont constater déjà des transformations dans leur méditation, mais surtout, naturellement, sans le rechercher, une transformation dans leur vie. C'est-à-dire qu'il va y avoir un transfert d'une façon de travailler dans leur cerveau pendant la méditation qui va se faire naturellement en dehors de la méditation. C'est intéressant. Ça donne envie pour certains? Vous voyez? Ça veut dire que là, on sort vraiment de la culture habituelle ou des réflexes habituels. Réflexe habituel, si j'ai un problème, il faut trouver la solution. Et là, on s'enfonce en fait. Là, ce n'est pas du tout ça. On dit, le problème, je le traiterai à un moment donné, mais pour l'instant, je me donne du temps pour faire certains exercices. Et en faisant ces exercices,
je vais surtout regarder si le problème ne se résout pas tout seul. Parce que c'est ce qui se passe très souvent. Je peux vous donner l'exemple de quelqu'un qui avait fait des retraites très longues chez nous, elle vivait à Paris, mais dans une situation, mais c'était vraiment dur, problèmes financiers, enfin à tel point qu'elle m'avait dit, elle me racontait une fois, elle marchait dans des grands boulevards parisiens, elle me dit, mais je ne savais plus où j'étais, quoi. J'étais tellement harcelé par mes problèmes, je ne savais plus où j'étais. Et cette personne, je connaissais ses problèmes. Mais petit à petit, je l'emmenais sur un autre terrain qui n'était pas le terrain de ses problèmes, mais de la façon dont elle gérait ses problèmes, de la façon dont elle traitait ses problèmes. Je suis clair? C'est parce que le problème, il était là, il n'était pas dans le problème. Si je prends deux personnes, si je leur donne un problème, peut-être qu'il y en a un qui va me dire « mais non, ce n'est pas un problème », l'autre qui va me dire « c'est un problème ». Un problème n'est pas un problème en soi. Et donc, je l'ai attirée sur ce terrain-là, et elle travaillait régulièrement sur la façon dont son cerveau gérait les problèmes. Et en fait, elle a complètement changé de vie, quoi. Vous voyez, elle a quitté Paris, elle vit en Bretagne, enfin, elle a vraiment changé de vie, elle a résolu tous ses problèmes. Pourquoi? Parce qu'elle a pu prendre cette distance, qui fait que lorsqu'on prend de la distance avec un problème, on n'est plus dedans. Oui, lorsqu'on observe quelque chose, ça veut dire que par définition, on est à l'extérieur. Et donc, on peut le résoudre. Ça, c'est notre programme. Vous voyez? C'est ce sur quoi on doit travailler cette semaine, concrètement. C'est comment on va fonctionner un petit peu différemment. C'est pas qu'on va devenir quelqu'un d'autre, hein, c'est pas le but. Au contraire, c'est redevenir ce que l'on est profondément en évacuant tous les conditionnements de la société. Vous voyez? Toutes les blessures, toutes les cicatrices. C'est retrouver ce que l'on est au fond de soi-même. C'est ça qui est important. Et c'est ça l'objectif. C'est l'objectif dans un premier temps. Parce que dans un second temps, on va aller un petit peu plus loin pour investir une autre zone. Ah, Alain, là, c'est pareil, je la dessine n'importe où. Hein. Mais celle-ci, normalement, c'est la zone préfrontale, je crois, qui est une zone qui a été parfaitement identifiée par les neuroscientifiques. Hein. On peut le voir grâce à l'IRM, qui correspond à la méditation. Alors, c'est quoi cette zone qui correspond à la méditation? C'est quoi cette zone qui correspond à la méditation? Je regarde. Pour l'expliquer, je vais faire un autre schéma. Sinon, ça va être compliqué sur cela. Sur la page précédente, j'ai représenté mon cerveau sous la forme d'un cercle. Maintenant, je vais le représenter sous la forme d'un triangle. C'est toujours pas mon cerveau, mais si je représente mon cerveau comme ça, en tout cas, mon système mental, je peux identifier plusieurs zones dans le système mental. La première zone, c'est ce que je vais appeler, ce que les psychologues appellent le cognitif, avec toujours les petits neurones. L'amygdale et l'hippocampe se trouvent là, schématiquement, hein. D'accord? C'est-à-dire toute ma réflexion intellectuelle se trouve là. Mais dans mon système mental, il y a aussi ce qu'on appelle les fonctions automatisées. Alors les fonctions automatisées, c'est quoi? Voilà. Dis le plus fort. Dis le plus fort. Tout le monde n'a pas entendu. La respiration, le cœur. Voilà, les battements du cœur, le rythme cardiaque, la température du corps. Par exemple, je peux vous parler, je ne tombe pas par terre. Enfin, jusqu'à maintenant. Mais c'est géré par mon système, vous voyez. En principe, on n'a pas accès, sauf certains yogis, ou des gens comme Alexandra Davinel, ou des sportifs. Vous voyez, les gens qui font de l'apnée, par exemple, ils peuvent ralentir leur respiration pour avoir plus de performance. Et puis, il y a ce que les neuroscientifiques appellent la pleine conscience. Alors, qu'est-ce que c'est la pleine? Quelle est la différence? Quelle est la différence entre quoi et quoi? Quelle est la différence entre ceci et cela? Est-ce que c'est évident pour tout le monde ou j'en dis un petit mot? J'en dis un petit mot? Oui. Dans les deux cas, on est conscient. Quand on raisonne, on est conscient. Si je vous dis 2 fois 44,
vous êtes conscient. Si vous arrêtez de faire des calculs, vous restez conscient. Dans les deux cas, on est conscient. La différence, c'est qu'ici, notre conscience n'est pas affectée par notre raisonnement intellectuel. Je vais prendre des exemples pour qu'on se comprenne. Si vous regardez, par exemple, un beau paysage, si vous écoutez de la musique, si vous écoutez chanter la Macurmé, Florence, ou des personnes qui... Vous savez, on écoute, on n'est pas en train de faire des analyses, etc. Et on est, hop, emmené par le beau paysage ou la musique. Quand on médite, c'est pareil à un moment donné, on va être au-delà de toute réflexion intellectuelle. La méditation, du coup, oui. En fait, on pourrait dire quelque part, voilà, on pourrait dire que la méditation, c'est passer de là à là. On change d'étage. Ça va que je dis ça? Ouais. Et voilà, c'est ce qu'on appelle un état de conscience modifié, en fait. Si vous voulez... Ouais. Ouais. J'ai dit on monte au 7e ciel. On monte au 7e ciel, c'est exactement ça. Si vous voulez, il y a une autre façon de le dire, c'est que là, on est dans le domaine du concept, et là, on ne conceptualise plus. Si je dis le mot concept, ça va pour tout le monde? Hein, c'est-à-dire, je ne parle pas des pensées. Hein. Tant qu'on est en vie, il y aura des pensées qui circuleront. Même quand on médite, on continue d'entendre les oiseaux chanter, il y a toujours une pensée qui passe. Je parle des concepts, c'est-à-dire des connexions interneuronales. Là, il y a concept, là, il n'y a plus concept. Je continue? En fait, ceci a été conditionné dès notre plus jeune âge par le raisonnement binaire, c'est-à-dire moi et l'autre. Vous vous souvenez tous, quand vous étiez dans le ventre de votre maman, vous ne faisiez pas la différence entre votre maman et vous. Et puis il y a eu la naissance, il y a eu la formation du cerveau, et à un moment donné, le cerveau était suffisamment mûr pour réaliser que votre maman, ce n'était pas vous. Ou que votre papa, ce n'était pas votre maman. Ou que vos parents, et les étrangers, c'était différent. Et c'est comme ça qu'est né ce raisonnement binaire, en fait. Et que nous continuons d'avoir tous les jours. Alors, quand je dis moi et l'autre, c'est peut-être moi et Ludovic, mais c'est aussi moi aujourd'hui et l'autre, c'est-à-dire l'autre moi tel que je voudrais être dans 1 an ou dans 2 ans, vous voyez? C'est la relation avec notre environnement qui est binaire. Là, je vais l'expliquer autrement, on est vraiment sur l'étage de la physique classique avec un point A et un point B. Physique classique, un point A, un point B, un point B. Des relations de causalité, si j'écarte les doigts, le feutre tombe. Ça va? Physique classique. Ça, c'est le raisonnement intellectuel. C'est notre univers à 3 dimensions. Lorsque on monte ici, on sort de ce raisonnement intellectuel. Ce n'est plus... là, c'est du matériel, là, c'est immatériel. Là, c'est plutôt la physique quantique. C'est-à-dire au-delà de tout espace-temps. Si je dis ça, je heurte personne, ou ça va? C'est clair? Hein, vous savez, c'est ce que nous dit la physique quantique, c'est que l'espace-temps, ce sont des dimensions qui sont propres à l'être humain, mais qu'il n'y a pas que ça dans la nature. Sauf que l'être humain n'est pas conçu pour percevoir d'autres dimensions. Je le redis lentement. Nous sommes des êtres humains, nous vivons dans une nature régie par un espace-temps, mais ça correspond à la physique classique. Mais ce que nous dit la physique quantique, c'est que, attention, l'espace-temps ne sont que 2 dimensions, et la nature, en fait, comprend beaucoup d'autres choses, sauf que notre cerveau, ces autres choses, ne peuvent pas les percevoir, parce qu'ils ne sont pas conçus pour ça. Des fois, pour expliquer, je dis, c'est comme un ordinateur qui a un logiciel de traitement de texte. Si vous lui demandez de faire un travail de tableur, il n'est pas conçu pour ça, il ne peut pas le faire. Ça va? Et donc, le gros avantage de la méditation, c'est que lorsque l'on passe d'ici à là, en fait, on se libère du raisonnement intellectuel et on peut accéder à des choses qui sont de l'ordre de l'immatériel. Mais surtout, ce qui est très appréciable, vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai parlé des ruminations, c'est-à-dire des pensées qui nous taraudent.
ces pensées qui nous taraudent, elles n'ont de prise sur nous, à votre avis, que là ou que là? Tout le monde est d'accord? Elles n'ont de prise sur nous qu'ici. Ça veut dire que toutes les pensées qui nous taraudent, tout ce qui nous pourrit la vie, etc., lorsqu'on monte ici, est laissé derrière nous. Vous savez, ça a des conséquences très très puissantes. Je vais prendre un exemple, par exemple, les gens qui ont des TOC ou des choses comme ça. Vous avez des TOC? C'est ça? Vous savez, des trucs obsessionnels, vous savez. Ça ne peut pas monter là-haut. Ça, on le laisse derrière. Des gens qui ont des choses vraiment qui les perturbent, ça reste toujours derrière. Et alors, ce que les neuroscientifiques ont constaté, c'est que plus une personne séjourne ici, là-haut, mieux la personne va retrouver un meilleur équilibre psychologique, mais surtout ça a des conséquences sur son corps, sur son état physique. C'est pour ça que maintenant, dans un certain nombre d'hôpitaux, on propose dans des cures post-opératoires un travail de méditation accompagné. C'est pour cette raison. C'est très puissant. Et par contre, les neuroscientifiques, ils ont fait comme moi, ils ont appris auprès de lama tibétain, de grands yogis, etc. Cette action, elle est limitée à des questions relatives à la santé. Mais par contre, dans les enseignements du bouddhisme tibétain, on peut aller beaucoup plus loin, y compris pour se poser des questions qui sont d'ordre existentiel. Oui. Mais on peut aussi utiliser ce progrès pour sa propre santé. Alors, je vais le dire très simplement. Plus une personne sera capable de se concentrer, c'est-à-dire de passer de là à là, plus lorsqu'elle arrive ici, elle est dotée d'une puissance incroyable pour agir sur son corps. Si je le dis autrement, c'est-à-dire qu'on peut apprendre toutes les techniques, même les enseignements secrets du bouddhisme tibétain sur la guérison, on peut apprendre tout ce qu'on veut, ça ne fonctionnera que si on a fait un travail minimum de concentration dans un premier temps, et ensuite un travail qui permet de passer du conceptuel au non conceptuel. Si on fait ça, alors c'est très très puissant. On peut agir directement sur son corps. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je suis en train de dire? Parce que c'est vraiment fondamental. Ouais? Si je comprends bien, il faut d'abord passer des amygdales À l'hippocampe. puis Ouais. de l'hippocampe. Le principe, c'est un peu ça. Ouais. C'est pour ça que je ne l'ai pas amené là cette année, mais des fois, j'ai des schémas faits par des neuroscientifiques où on va parler du sentier de Samatha bientôt. Vous en avez parlé, ou avec Maxime, ou avec Marie-Laure, certains, ou en venant ici. Il y a des étapes En fait, on dit c'est le sentier de la méditation, mais ce n'est pas vrai. C'est le sentier dans lequel on décrit des étapes de la concentration. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a différentes zones du cerveau concernées. La première étape, déjà, c'est de calmer le jeu. Ensuite, c'est d'être capable de gérer le flux de ces raisonnements. Et ensuite, la méditation arrive toute seule. Et les personnes qui ne sont pas formées à ça, qui voudraient méditer, veulent sauter des étapes. Et ça ne fonctionne pas, vous voyez. Donc, l'astuce que moi j'ai trouvée, effectivement, pour que les personnes soient motivées à travailler, c'est que lorsqu'on apprend la concentration, par contre, rien n'empêche d'apprendre, de prendre comme objet de concentration des objets qui serviront ensuite quand on travaillera sur son corps. Ce qui fait que dès l'apprentissage de la concentration, si l'apprentissage est correct, on peut sentir des choses sur son bien-être. Tout le monde comprend, ça va. C'est ça le travail qu'on a à faire cette semaine. Donc Pakia Rinpoche, lui, a une méthode bien précise que je vais découvrir avec vous. Donc moi, les explications que j'ai à vous donner, c'est ce que je vous disais hier soir, vont venir un petit peu en complément, ou oui, sur un plan différent. Lui, il va donner les explications. Moi, je ne vais pas les redonner. Oui, je ne vais pas les redonner derrière une seconde fois, ça n'a pas d'utilité. Par contre, je compléterai. Et donc, je vous donnerai un certain nombre d'informations
qui vous seront, à mon avis, utiles, justement pour développer cette concentration et que vous soyez capable de mettre en pratique ce que Pakia Rinpoche va nous apprendre. Parce que c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que vous pouvez tester. Et en plus, ce que je voudrais, c'est que pendant ces quelques jours, vous fassiez, vous, cette expérience, même ponctuellement, tous, à un moment donné, d'un temps, même très court, en arrêtant de conceptualiser. Donc, je vais vous proposer un programme très précis, avec des exercices très précis pour y arriver. Vous voyez? C'est qu'en repartant d'ici, vous dites « Ah ben, j'ai touché du doigt quelque chose qui m'était jamais arrivé. » C'est ça l'objectif. C'est ça la pédagogie. Nous, ce qu'on faisait à l'AFPA, c'est on part du truc réel, et après, ben, les questions théoriques, elles sont légitimes, mais elles viennent après. C'est l'expérience. C'est ça qui est intéressant. Et donc, ce qu'on vous propose, ben, c'est de vivre tous ensemble ce type d'expérience. C'est intéressant, ça donne envie. Ça va, ça convient toujours? Il n'y a personne qui part en courant? On se comprend bien sur les objectifs de ces quelques journées? Oui? Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Est-ce que, par rapport à ce qui a été dit, pour les maladies dites mentales, est-ce que c'est possible de les faire disparaître avec la méditation? Alors, c'est une vraie question parce que pour que ça fonctionne, la méditation, quand je dis la méditation, je prends un peu un raccourci. En réalité, pour que ça marche, c'est comme comme une table à 3 pieds. Il faut qu'il y ait 3 pieds. Il faut qu'il y ait la pratique de la méditation, les explications qui vont avec, parce que s'il n'y a pas les explications, à mon avis, on peut pratiquer, ça ne sert pas à grand-chose, et quelqu'un pour donner les explications en fonction de celui qui les écoute. Mais s'il manque un des 3 pieds, la table ne peut pas tenir debout. S'il manque le pied des explications, la table ne pourra pas tenir debout. Autrement dit, si les problématiques de quelqu'un sont telles qu'il ne peut pas comprendre parfaitement ce qu'on lui explique, il aura beaucoup de mal à suivre. Et c'est pour ça que Kalu Rinpoche ou d'autres grands lamas disent « lorsque quelqu'un a trop de problèmes, on ne peut pas travailler ». Il y a un travail préalable à faire parce que la personne n'entendra pas ce qu'on va lui dire. Voilà, ça répond à... Alors, toute la question, c'est en fonction des difficultés de la personne, où est le curseur? Est-ce que les difficultés sont vraiment trop importantes et puis il faut peut-être mieux envisager autre chose avant, une analyse ou autre chose? Ou est-ce qu'on peut essayer quand même et voir ce que ça donne? Et ça, chaque personne est différente par rapport à ça. D'autres questions? Ça va? Donc, à partir de là, ce que je vous propose, c'est progressivement, on va travailler sur les techniques de méditation, mais aussi les enseignements qui accompagnent ces techniques de méditation. Donc, pour être plus précis, par exemple, on se revoit, nous, là, on va se quitter maintenant, et on se revoit demain matin à 7 h. Donc, ce que je vous propose demain matin, c'est de revoir ensemble le sentier de Samatha. C'est-à-dire, quels sont les stades de la méditation, si on veut vraiment faire les choses correctement. Premier stade, deuxième stade, jusqu'au 9e stade. Ça, on le fera à 7 h demain matin. Ensuite, on se reverra à 9 h, et là, je vous donnerai des exercices précis pour avoir des résultats précis pendant ces quelques journées. Donc, il y aura des choses extrêmement précises que je vous demanderai de faire ou pas faire. Ça, je vous le demanderai à 9 h. Ensuite, on se retrouvera mardi. Alors, mardi à 7 h, là, je ne sais pas encore comment ça va se passer. Peut-être que ce sera de la méditation, peut-être des explications complémentaires. Ça va dépendre comment ça marche avec Pakia Rinpoche. Mais par contre, à 9 h, puisque la question a été posée hier soir, à 9 h mardi, on parlera des 8 consciences. Ça, c'est un schéma extrêmement important pour moi. Si on a compris ce schéma, on comprend tout. On comprend pourquoi on vit et on comprend ce qui se passe et on comprend comment on doit réagir à ce qui se passe. C'est vraiment un cadeau merveilleux que nous font les sages qui ont mis, notamment le Bouddha, qui ont transmis ces enseignements sur les consciences. Trangpo Rinpoche,
il disait, Trangou c'est un très grand lama, il disait que si on comprend ça, on devient, écoutez bien, c'est trop joli, on devient le peintre de sa vie. Ça veut tout dire. Et pour moi, c'est une vraie réalité. Donc ça, on l'abordera mardi à 9 h. Et ensuite, on se retrouvera à 14 h. Donc on travaillera sur les pratiques, toujours les pratiques à faire, les pratiques que nous avons à faire. Ok, ouais. Ouais. Par rapport à ton schéma. Donc, tu as parlé de l'amygdale, de l'hippocampe, et la partie qui concerne la méditation, c'est une partie précise du cerveau ou Je crois que c'est la zone préfrontale. Je crois que c'est une zone qui se trouve dans cette région-là. Ouais. À vérifier, mais vous le trouverez en allant sur Internet très facilement, hein, parce que ça a été mis en évidence très largement par les recherches des neuroscientifiques. Vous voyez, comme des gens comme Mathieu Ricard ou d'autres, ils peuvent déterminer la zone du cerveau qui est concernée par les grands méditants. Et aussi, je voulais vous dire, à mardi, donc à 16 h, on commencera le programme traditionnel, c'est-à-dire que ça, j'insiste beaucoup parce que c'est vraiment important, c'est quels sont les obstacles à la méditation. C'est-à-dire, si vous voulez faire quelque chose, il faut savoir par avance quels sont les obstacles que vous allez rencontrer. Et ça, on le traitera mardi. Pour le reste, je vous donnerai le programme au fur et à mesure. C'est important que je vous le donne parce que parmi vous, il y a des redoublants ou des retriplants. Et donc, ils ne viendront pas à tout. Donc, ça leur permet de s'isoler un peu pour méditer en solitaire pendant que nous, on travaille. Voilà. Est-ce que toutes mes explications sont claires? Oui. Ça va? C'est bon? Ça convient à tout le monde? On part dans ce sens? Hein, puis, voilà. C'est exigence totale. C'est-à-dire que vous devez être exigeant. C'est-à-dire que vous devez venir ici pour des raisons précises et avoir des attentes précises. Et ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que moi, je vais vous suggérer des pratiques et je vais être exigeant par rapport au travail que vous allez faire ici. Mais c'est le prix à payer si on veut mesurer et observer les choses et progresser ensemble. Donc, je vais arrêter pour ce matin puisqu'on va libérer le temps. Pas d'autres questions, rien à traiter. Donc, je vous souhaite une très bonne journée à tous, une très bonne initiation. L'initiation, encore une fois, c'est... là, vous voyez, on est purement... Enfin, matériellement, il y a des trucs qu'on ne va pas comprendre, certainement, encore que Pacquiao Rinpoche va certainement nous donner des explications. Mais il faut concevoir que l'action de Pacquiao Rinpoche, elle est surtout sur un plan immatériel, physique quantique, et toutes les bénédictions qu'on peut en tirer. Et donc, c'est par expérience, des initiations avec des lamas et des grands lamas, c'est des choses qui sont déterminantes pour notre vie ensuite. Vraiment, c'est qu'on a certainement un bon karma pour pouvoir y participer, je pense. Voilà. À plus tard et bonne journée.